Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Communication et civilisation. Communication et civilisation. Collection dirigée par Nicolas Pélissier. La collection Communication et civilisation, créée en septembre 1996, s'est donné un double objectif. D'une part, promouvoir des recherches originales menées sur l'information et la communication en France, en publiant notamment les travaux de jeunes chercheurs dont les découvertes gagnent à connaître une diffusion plus large. D'autre part, valoriser les études portant sur l'internationalisation de la communication et ses interactions avec les cultures locales. Information et communication sont ici envisagées dans leur acception la plus large, celle qui motive le statut d'interdiscipline des sciences qui les étudient. Que l'on se réfère à l'anthropologie, aux technosciences, à la philosophie ou à l'histoire, il s'agit de révéler la très grande diversité de l'approche communicationnelle des phénomènes humains. Cependant, ni l'information ni la communication ne doivent être envisagées comme des objets autonomes et autosuffisants. Dernière parution. Sous la direction de Sylvie P. Alemano et Bertrand Parent, les communications organisationnelles. Comprendre, construire, observer 2013. Béatrice Vacher, Christian Lemohen et Alain Kyindou dire Communication et transformation du débat public, 2013. Mihaela Alexandra Tudor, Épistémologie de la communication. Science, sens et métaphores, 2013. Fatala Daghmi, Farid Toumi, Abderrahman Ams Idder dire Les médias font-ils les révolutions? Regard critique sur les soulèvements arabes, 2013. Claude Deveau d'Éric de Kerkhove, écrit-écran, forme d'expression, 2013. Claude Deveau d'Éric de Kerkhove, écrit-écran, forme de pensée, 2013. Claude Deveau d'Éric de Kerkhove, écrit-écran, forme graphique, 2013. Delphine Le Nozach, Les produits et les marques au cinéma, 2013. 2012, Élection singulière, communication politique singulière, Philippe Gimarec. Professeur en sciences de l'information et de la communication. Université Paris-Est, UPEC. Directeur du Centre d'études comparées. En communication politique et publique, Tchekopop. Ancien président des sections de recherche en communication politique. De l'Association internationale de sciences politiques, AISP. Et de l'Association internationale de recherche en information et communication, AIERI. L'élection présidentielle française de 2012 aura sans aucun doute présenté de nombreuses singularités qui la distinguent assez nettement des précédentes du point de vue de la communication politique. Le présent travail sur cette question, mené dans la foulée d'un colloque du Centre d'études comparées en communication politique et publique, Tchekopop, qui donne lieu à la présente publication, s'est donc révélé passionnant. Les chercheurs dont les études sont réunies dans ce volume ont noté de nombreuses évolutions par rapport aux précédents travaux précédemment publiés sous l'égide du Tchekopop chez le même éditeur à 4 reprises après toutes les élections d'envergure nationale qui se sont déroulées au XXIe siècle. La communication politique lors de la campagne présidentielle de 2012 nous a en effet semblé triplement singulière sous 3 aspects: institutionnel, conjoncturel et communicationnel. D'un point de vue institutionnel, il s'agit de la première fois où un président sortant dans le cadre du mandat réduit à 5 ans se représentait, Nicolas Sarkozy en l'occurrence. Or, tout au long de ces 5 années, personnalité de l'homme politique mise à part, il est clairement apparu que le raccourcissement du mandat du président change de façon non négligeable les rapports entre le président de la République et le Premier ministre, faisant bien plus clairement pencher la balance du pouvoir exécutif du côté de l'Élysée plutôt que du côté de la rue de Varennes. Réélu après un septennat dans le cadre du mandat raccourci à 5 ans, Jacques Chirac n'avait au fond guère changé sa pratique du pouvoir, et la dualité du pouvoir exécutif longtemps posée comme la marque de la Constitution de la Ve République avait continué à y produire ses effets. Certes, sur les grandes options politiques, le président avait incontestablement une prééminence très claire, pouvant même forcer le Premier ministre à la démission en cas de désaccord, comme l'avait notamment fait Georges Pompidou avec Jacques Chaban-Delmas ou Valéry Giscard d'Estaing avec le même Jacques Chirac, alors son Premier ministre.
Mais la gestion courante du pouvoir exécutif restait pour l'essentiel dans les mains du gouvernement et du Premier ministre, mis à part ce que l'on appelait le domaine réservé, en particulier les affaires étrangères. La présidence de Nicolas Sarkozy entre 2007 et 2015 fut donc en réalité la première mandature où s'exerça pleinement la primauté renforcée du président de la République. La forte personnalité du nouveau président aida, certes, affirmé publiquement et vivement dès la fin août 2007 à un journaliste. Le Premier ministre est un collaborateur. Le patron, c'est moi. Cette prééminence renforcée se traduisit d'ailleurs par la prise en main directe par la présidence de la communication politique du sommet de l'État, en 2007 à 2008. En particulier, Nicolas Sarkozy tenta de prendre directement le contrôle de la communication du gouvernement lui-même, en nommant l'un de ses conseillers de la campagne de 2007, Thierry Saucé, à la tête du service d'information du gouvernement. Il lui octroya concurremment la position spécifiquement créée pour l'occasion de délégué interministériel à la communication, qui l'autonomisait en quelque sorte par rapport au Premier ministre duquel il dépendait théoriquement. Seule une suite d'échecs conjoncturels malencontreux qui conduisit au départ de Thierry Saucé empêcha la pérennisation de cette prise de contrôle. On notera au passage sur ce point que si François Hollande a mené sa campagne de communication de 2012 sous l'angle de la normalité, dont Juan Alonso explique bien les avantages et les inconvénients de cet affichage, ce fut sans doute efficace le temps de la campagne électorale, mais apparemment bien difficile à assumer ensuite. L'expérience de la première année de mandat de François Hollande a également confié aux accents aigus que tout président normal, qu'il se soit voulu, devenu président, il a dû abandonner petit à petit nombre des attributs de la normalité, qu'il prétendait revendiquer en se coulant de plus en plus dans le moule régalien des présidents qui l'ont précédé agissent de micro-décisions comme celle de tenter de remplacer les déplacements en train par ceux en avion, ou de décisions plus importantes comme celle de nommer qui il voulait à la tête du gouvernement, ou de porter directement la responsabilité des principales décisions prises par son gouvernement. La conséquence de cette affirmation de la primauté institutionnelle renforcée du président de la République a donc en bonne partie donné à l'élection de 2012 l'aspect d'un référendum sur un bilan de mandat que n'avaient jamais eu les élections présidentielles précédentes. C'est bien le président sortant qui apparaît maintenant complètement responsable de l'action politique de l'État, sans pouvoir se décharger sur le fusible constitué positionnellement par le Premier ministre comme c'était auparavant possible. Cela change bien évidemment la donne. Or le mandat de Nicolas Sarkozy avait été obéré par la crise économique mondiale, dont il parut de la sorte directement responsable des conséquences sur la France, puisqu'aucun garde-fou ne pouvait donc être mis en jeu pour sa protection. L'influence de ce phénomène sur la campagne de 2012 est incontestable, et le bilan de mandat devrait continuer à être une composante bien plus importante qu'auparavant des campagnes électorales présidentielles à venir, dès lors qu'un président sortant cherchera à se représenter, avec les risques que cela comporte, le Premier ministre sortant ayant en revanche dans le futur sans doute plus de facilité à se démarquer à l'avenir s'il invoque avec habileté ce phénomène sans pour autant apparaître avoir été qu'une courroie de transmission de la volonté présidentielle, comme François Fillon tenta de le faire après 2012. D'un point de vue conjoncturel, il est clair que la personnalité même de Nicolas Sarkozy a considérablement plus pesé sur l'élection de 2012 que celle de ses prédécesseurs sur les précédentes campagnes. Certes, les électeurs qui se sont exprimés, ou abstenus d'ailleurs, sous la Ve République lors des élections présidentielles ont toujours su qu'ils ne votaient pas seulement pour un programme ou une ligne politique, mais aussi pour un individu qui se présentait à leur suffrage. Mais même si la personnalité du candidat jouait, si par exemple Valéry Giscard d'Estaing faisait intervenir dans sa campagne de 1974 sa femme et ses 2 filles, ou sa capacité à jouer de l'accordéon, si Bernadette Chirac sembla parfois plus faire campagne que son mari en 2002, jamais la personnalisation de la communication d'un candidat, en outre un président sortant, n'a été aussi forte. L'exposition de l'intimité de Nicolas Sarkozy au fil des années a été telle que les chercheurs français l'ont même baptisée d'un barbarisme franco-anglais pour la caractériser, la pipolisation,
sorte de version à la française de la tabloïdisation bien connue de leurs homologues anglo-saxons et sur laquelle revient Jamil Dakhlia. Et de fait, il est incontestable que cet homme politique a exposé son intimité de façon dépassant largement la personnalisation de la communication politique à laquelle on s'était déjà habitué. L'exposition de sa famille, puis de sa difficile recomposition tout d'abord, a donné lieu à d'innombrables unes de magazines à grande diffusion, mais en se basant sur un point de départ émanant de Nicolas Sarkozy lui-même. On peut probablement dater avec précision le début de ce phénomène du moment où, nouvellement nommé ministre de l'Intérieur, en 2002, il décida d'autoriser les caméramens de l'émission de France 2 Envoyé spécial à consacrer une séquence à sa femme, qu'il avait officiellement intégrée dans son cabinet. Là où la tabloïdisation anglo-saxonne prend plutôt sa source chez les journalistes de la presse à scandale, la dénomination de peopleisation indique la participation active des politiciens dans cette exposition de leur vie privée, quitte à ce que le phénomène leur échappe ensuite. De fait, l'adultère de la femme de Nicolas Sarkozy, son divorce, puis son remariage avec une ancienne top modèle, Carla Bruni, contribuèrent à faire de Nicolas Sarkozy un familier des colonnes des magazines de la presse dite People, ce qui entraîna un effet de loupe considérable sur les moindres faits et gestes du ministre, puis du président. Du coup, des événements somme toute relativement mineurs, comme le fait de passer la soirée de la victoire électorale de 2007 dans un hôtel de luxe des Champs-Élysées, d'y côtoyer quelques grands industriels, dont l'un, Vincent Bolloré, l'invita ensuite sur son yacht privé pour quelques jours, ou de s'emporter à quelques reprises durant son mandat en proférant quelques insultes bien senties, certes très vulgaires et peu dignes, firent la une de l'ensemble de la presse et installèrent définitivement l'image de Nicolas Sarkozy comme le président bling-bling. Il ne parvint jamais à se distancier de cette onomatopée riche de connotations négatives pour tous ses concitoyens, qui furent au même moment en proie aux difficultés dues à la crise économique mondiale et à ses conséquences en France. Ainsi s'installa durablement un problème de communication incontestable pour le président sortant, une véritable délégitimation de son image personnelle ainsi dégradée, comme l'explique bien Patrick Charodeau. Si Nicolas Sarkozy tenta de faire oublier ce passif, et si la peopleisation sembla bien moins influer sur la campagne de 2012 que sur celle de 2007, comme l'indique Jamil Dakhlia, il n'en demeure pas moins que, bien conscient de cette faiblesse de Nicolas Sarkozy, ses adversaires de l'élection présidentielle de 2012 n'hésitèrent pas à en profiter dans un bel ensemble. Ce fut une caractéristique conjoncturelle forte de cette élection. Nicolas Sarkozy servit constamment de repoussoir en quelque sorte pour la plupart de ses 9 adversaires du premier tour, qui purent ainsi jouer de son assimilation tacite aux riches et aux nantis vis-à-vis de nombre d'électeurs. Ce phénomène fut particulièrement nuisible à Nicolas Sarkozy dans le cadre de la campagne audiovisuelle officielle, comme le remarquent Philippe Marek et Brigitte Sebah, puisque du coup, une coalition de circonstances lui manifestant une forte opposition bénéficia, en somme, de 9 fois plus de temps de parole que le président sortant. Certes, le ciblage à droite de Nicolas Sarkozy redressa en partie la situation en rejetant implicitement une partie des causes des difficultés des classes populaires sur l'immigration, mais la persistance de ce ciblage entre les deux tours ne lui permit pas tout à fait de refaire son retard sur François Hollande, si tant est que cela ait été possible. Le ciblage à droite continuant entre les deux tours, il semble bien que cela ait rebuté la partie des électeurs de François Bayrou qui avaient rejeté le choix de ce dernier de se désister à gauche et qui auraient pu se reporter sur le président sortant. Au final, ce fut peut-être la cause de son échec. Du côté des autres candidats, enfin, 3 d'entre eux ont réalisé un résultat électoral faible, en tout cas bien plus que prévu par rapport aux résultats des élections présidentielles antérieures. Furent en chute brutale Eva Joly, pour le Parti écologiste, Philippe Poutou, pour NPA et François Bayrou, pour le MoDem. L'analyse des spots par Philippe Marek et Brigitte Sebah rend bien compte de leurs faiblesses respectives. Pour François Bayrou, elle donne à penser que sa mauvaise performance est sans doute en bonne partie due, comme en 2009, à son choix de laisser de côté l'ancrage européen qui avait initialement fait sa force pour des attaques ad hominem contre Nicolas Sarkozy ne correspondant guère à ce que l'électorat centriste, traditionnellement modéré, s'attend à entendre de ses leaders. Quant à Eva Joly, mal soutenue, Noël Mamère doutant publiquement par exemple,
parmi d'autres, de la validité de ce choix résultant des primaires écologistes. Elle fut en outre desservie par une campagne audiovisuelle très maladroite. Le parcours aux primaires d'Eva Joly face à un Nicolas Hulot bien plus charismatique, mais perdant, n'est pas sans faire penser au choix initial d'Alain Lipietz face au même Noël Mamère lors des premières primaires organisées par les Verts pour les élections de 2002, mais dans ce cas, sans que la donne ne soit rejouée. Quant à Philippe Poutou, enfin bien en peine de se couler aisément dans la trace d'Olivier Besancenot, il fit son apprentissage à la dure, voyant par exemple sa campagne audiovisuelle plaire parce qu'elle était en partie composée d'une série de sketchs amusants dont il était quasiment absent. On ne saurait enfin oublier que la position du candidat socialiste avait été indirectement renforcée par la nécessité d'union autour de sa personne, qui était apparue indispensable à la lumière du passé. En effet, militants comme dirigeants du Parti socialiste avaient tous en tête le souvenir de la défaite de Ségolène Royal, qui avait bien montré en 2007 les ravages provoqués par le manque d'enthousiasme de l'appareil autour de sa candidature. En outre, la calamiteuse affaire qui avait écarté en 2011 Dominique Strauss-Kahn de l'élection avait encore renforcé la nécessité de regroupement du parti derrière le vainqueur des primaires, quel qu'il soit. Même les auteurs des petites phrases les plus assassines envers François Hollande s'étaient ainsi regroupés sous la bannière du vainqueur des primaires. Éric Treille nous fait à ce propos remarquer que l'organisation des primaires socialistes a sans aucun doute été la mieux intériorisée par François Hollande, qui a su s'en servir comme une rampe de lancement d'autant plus efficace qu'elle refonde en quelque sorte le rapport militant avec le candidat finalement choisi, qui aura été directement visible sans intermédiaire à la télévision face à ses concurrents et ainsi suscité un mouvement positif auprès de la base militante. À la lumière de la non-certification des comptes de Nicolas Sarkozy par la Commission des comptes de campagne, confirmée par la suite par le Conseil constitutionnel en 2013, ajoutons que par équité, il faudra certainement à l'avenir revoir la question du coût des primaires quel que soit le parti qui en organise. En effet, en 2012, les primaires socialistes ont à nouveau été exclus des comptes de campagne de François Hollande en considérant qu'il s'agit d'une opération interne du Parti socialiste. Or l'avantage communicationnel lors de l'élection à venir pour le candidat vainqueur des primaires est incontestable, ce qui veut dire qu'il existe de fait une inégalité dans la prise en compte du financement des campagnes entre les candidats bénéficiant de primaires et les autres. D'un point de vue communicationnel, enfin, la campagne a été marquée par un éclatement considérable des modes de communication politique employés par les candidats. Là où meeting, tractage dans les marchés, participation aux émissions de radio et apparition à la télévision dans les quelques rares émissions politiques autorisées, ainsi que dans les spots très convenus de la campagne audiovisuelle officielle, composaient l'essentiel de la panoplie des campagnes électorales dans les dernières décennies du XXe siècle, c'est à une véritable démultiplication des modes d'intervention médiatique que l'on a assisté en 2012. Nouvelle forme de communication politique électronique. On avait même initialement pensé que ces modes désormais classiques de communication électorale allaient être supplantés par l'utilisation croissante des nouvelles formes de communication électronique, Internet et autres réseaux sociaux du Web 2.0. Certes, ils furent considérablement sollicités par les communicants et hommes politiques de tous bords. Ainsi, toutes les équipes de campagne des principaux candidats disposaient d'une équipe de jeunes militants chargés aussi bien de la veille informationnelle tous azimuts sur Internet que de la possibilité de multiplier les likes, les ripostes parties, les blogs, pirates ou non, et autres modalités d'intervention dans les réseaux sociaux. On vit même pour la première fois dans une campagne française une équipe de campagne développer une web-série, équivalent pour Internet des séries télévisées. Ce dernier genre fut un vrai succès pour Jean-Luc Mélenchon, dont l'équipe de campagne n'hésita pas aussi à parodier à Got a Crush on Obama Obama Girl, le célèbre clip qui avait contribué à la popularité de Barack Obama auprès des électeurs latinos en 2008. Les réseaux sociaux, et en particulier Facebook, Twitter dans une moindre mesure, sont donc maintenant des outils inévitables, pour ne pas écrire indispensables, des échéances électorales françaises comme Karolina Koch-Michalska, Darren Lineker et Perle Bagot d'une part et Arnaud Mercier d'autre part le montrent bien. Certes,
Pour le moment en tout cas, ce sont les militants et les électeurs les plus engagés politiquement qui semblent les plus concernés par les réseaux sociaux, et surtout ils sont les plus actifs, mais c'est peut-être une simple étape, comme Arnaud Mercier semble le penser. L'état actuel des choses explique en tout cas que l'utilisation minimale qui a été faite des réseaux sociaux au Front National par Marine Le Pen ne l'est pas véritablement obérée dans sa campagne, comme nous l'explique Martha Marcheva. Et regain des modes classiques de communication. Mais au-delà de cette utilisation étendue et systématique des nouveaux moyens de la communication électronique par la plupart des candidats, la campagne de 2012 a au contraire fortement revitalisé nombre de modes classiques de communication. Avant même que les primaires n'aient eu lieu, le Parti socialiste, sous l'influence de 3 chercheurs sympathisants qui avaient observé sur place les élections américaines de 2008, avait ainsi décidé d'une remobilisation des réseaux locaux militants dans le but d'un porte-à-porte systématique rénové, s'adressant, dans la mesure du possible, aux électeurs indécis plutôt qu'aux convaincus, à l'imitation du grassroots campaigning, qui est datant Barack Obama à l'époque. On assista aussi en 2012 à la réappropriation du meeting populaire en plein air par Jean-Luc Mélenchon, avec des événements de campagne qui auraient pu avoir lieu à l'ère de Léon Blum et du Front populaire, leur atmosphère souvent festive y compris. La décision d'organiser un meeting place de la Bastille à Paris, le 18 mars 2012 fut en particulier un beau succès pour l'homme politique, au-delà de sa connotation historique, en lien avec sa propre geste empruntant à Robespierre son storytelling, comme l'écrirait Christian Salmon. De ce fait, un choix de campagne en partie fait pour de simples raisons économiques, pas de coût de location de salle, fit école auprès des autres campagnes. Dans un registre voisin, il faut rappeler les retrouvailles en 2011 à 2012 de François Hollande avec les mini-meetings et réunions de quartier à travers la province, sur le modèle de ce qui avait si bien aidé Jacques Chirac entre 1993 et 1995. D'une façon générale, les meetings reprirent une nouvelle jeunesse en 2012, si l'on peut dire, lorsque les candidats et leurs équipes se rendirent compte qu'ils bénéficient dorénavant d'une visibilité inhabituelle bien au-delà de leur public propre, du fait de leur fréquente retransmission en direct sur les chaînes d'actualité en continu en manque d'images, LCI, BFM ou iTélévision, ou de leur reprise sur les sites de partage de vidéos sur Internet, à commencer par YouTube ou Dailymotion. On assista même une semaine avant le premier tour de scrutin à ce que l'on appela la guerre des meetings, lorsque François Hollande et Nicolas Sarkozy décidèrent tous deux de tenir un grand meeting public le même jour, et finirent implicitement par se mettre d'accord en se suivant chronologiquement dans l'après-midi, ce qui permit une reprise intégrale des 2 événements sur les chaînes d'information en continu. Ajoutons que comme en 2007, les grands meetings de masse de lancement des campagnes des principaux candidats prennent maintenant une place considérable dans le calendrier des campagnes électorales. Ainsi, le premier grand meeting d'un François Hollande en quête de crédibilité, le 22 janvier au Bourget, semble bien avoir eu un rôle fondateur pour sa campagne, comme le montre bien Patrick Charaudot, exactement comme celui du Palais des Congrès à la porte de Versailles pour Nicolas Sarkozy presque exactement 5 années auparavant, le 14 janvier 2007. Quant à la presse écrite, même la presse régionale intervient maintenant presque systématiquement sur Internet et s'intéresse aux réseaux sociaux, comme le montrent bien Nathalie Pignard-Chenel et Brigitte Seba. Il apparaît cependant de leur étude autour des meetings des candidats, que le local n'était en rien un enjeu présidentiel. Quant à Frédéric Bastien et Gersande Blanchard, ils montrent grâce aux résultats d'une étude quantitative approfondie que même les utilisateurs intensifs des réseaux sociaux n'en abandonnent pas tout autant les moyens de communication plus classiques pour leur information politique, où la télévision reste privilégiée semble-t-il. On notera quant à celle-ci que, décidément très professionnelle, l'équipe de Jean-Luc Mélenchon sut particulièrement bien se servir de la campagne électorale télévisée, avec une déclinaison bien conçue et filmée de spots didactiques fort efficacement menés, comme le montrent Philippe Marek et Brigitte Seba. Ceux-ci remarquent également à nouveau, dans la lignée de leurs travaux antérieurs sur les campagnes audiovisuelles officielles, l'aspect quasiment prédictif pour certains candidats de cette campagne audiovisuelle officielle. Étant particulièrement frappante l'inversion du rapport force-faiblesse, dans les spots des candidats socialistes et ceux de Nicolas Sarkozy entre 2007 et 2012.
Là où c'était Ségolène Royal qui se croyait obligée de montrer son soutien populaire par des télétrottoirs et des plans de liesse lors de meetings de masse, c'est maintenant Nicolas Sarkozy qui en éprouve le besoin, allant même jusqu'à chercher le secours d'un paysan à béret basque prêtant à sourire, alors que François Hollande reprend la démarche formelle plus sobre et directe qui avait été celle de Nicolas Sarkozy en 2007. Le débat décisif, enfin, prit en 2012 une importance particulière au vu des sondages qui montraient une remontée de Nicolas Sarkozy sur son adversaire. François Hollande sut y prendre le dessus, aussi bien du point de vue d'un verbe bien préparé que de la communication non verbale, faisant en particulier sans cesse revenir son corps à une posture quasi régalienne bien apparente vis-à-vis de la caméra, donc des téléspectateurs. La désormais célèbre anaphore finale, toute d'autorité, reste dans toutes les mémoires. Moi président, je. Face à lui, le président sortant apparut relativement atone, se fondant moins sur un programme argumenté que sur des attaques picrocolines et de peu d'intérêt, comme le montre bien Gilles Gauthier qui fait bien ressortir l'aspect héristique du débat. À élection singulière enfin, résultat singulier semble-t-il bien et victoire singulière en somme. Choisi en contre, comme le meilleur candidat face à un Nicolas Sarkozy qui avait lassé une partie de son électorat de 2007, François Hollande sut, certes, saisir sa chance, mais il n'a été élu qu'avec une marge étroite au second tour. Sans aucun doute de ce fait, sa présidence ne bénéficia pas initialement de la forte popularité qui accompagne d'ordinaire les débuts d'un nouvel élu, les fameux 100 jours que la tradition médiatico-politique accorde d'ordinaire à ce dernier et qui lui permettent de mettre en place sa politique avant les premiers soubresauts inévitables de l'action politique d'État. L'histoire dira donc s'il s'agissait d'une victoire, à la Pyrrhus. À l'étranger, ENFIN, la campagne de 2012 aura semblé bien moins mobiliser les esprits que celle de 2007, dont la particularité genrée avait frappé à l'extérieur, puisqu'une femme était pour la première fois candidate pour le compte d'un des principaux partis politiques français. La crise économique et l'étroitesse des liens entre Nicolas Sarkozy et Angela Merkel n'auront pas augmenté l'intérêt de la presse allemande pour les élections françaises de 2012 par rapport aux précédentes. Le couple Merkozy, comme la presse allemande dénomme familièrement ce tandem, qui semblait à l'époque diriger de facto l'Union européenne, n'a pas fait mieux auprès des médias allemands, malgré le soutien direct inhabituel de la chancelière à la réélection de son partenaire qui alla jusqu'au refus de recevoir son principal concurrent, François Hollande, durant la campagne. Jacob Leidenberger, Suzanne Merkel et Christina Holzbacher le montrent bien. En somme, c'est sans aucun doute le fait que l'alternance politique est bien entrée dans les mœurs françaises qui explique cette relative banalisation de la couverture médiatique des élections françaises à l'étranger, comme Richard Nadeau et Michael Guillemette l'avancent en analysant la couverture des élections françaises par la presse québécoise. En somme, au-delà de ces singularités, un satisfecit tacite plaisant sur la validité du processus démocratique français où gauche et droite peuvent maintenant se succéder en toute banalité, comme dans toutes les grandes démocraties. Première partie, personnalisation, pipolisation, la nouvelle construction de la légitimité. La campagne électorale entre légitimité et crédibilité, Patrick Charodeau. Université Paris 13, LCP-CNRS. Pour qui veut conquérir le pouvoir ou l'exercer, il est une double condition sans laquelle la situation ne serait pas tenable. Montrer sa légitimité, faire preuve de crédibilité. C'est de ce point de vue que je vais examiner la position des deux principaux candidats, Nicolas Sarkozy et François Hollande, au regard de ces concepts. Mais encore faut-il s'entendre sur leur définition. 1. La légitimité et la crédibilité. 1.1. La légitimité. La légitimité n'est pas la crédibilité. Il convient de le préciser pour ne pas confondre ces deux notions, dont on verra cependant qu'elles sont étroitement liées. Le mot légitimité s'est formé à partir du latin lex, legis, ce qui se réfère à la loi. Il désigne l'état de celui qui est reconnu par la loi, particulièrement dans les filiations parentales, femme légitime, enfant légitime. Passant dans le vocabulaire politique au XVIIe siècle, il désigne l'état du souverain qui hérite du pouvoir par hérédité, ce qui a entraîné la formation du substantif légitimiste,
attribué aux représentants de la branche aînée des Bourbons après la Révolution de 1830. Puis, l'emploi s'est étendu indiquant la qualité de ce qui est juste, signifiant par là que la légitimité ne se fonde pas seulement sur la loi mais sur un principe, au nom d'un droit supérieur au droit positif. De là que l'on puisse considérer légitime dans son dire ou son faire, toute personne ou instance qui est reconnue comme satisfaisant soit ce qui est conforme à la loi, soit ce qui est conforme à certains principes. On voit donc que cette notion repose sur un principe et sur un regard. Le droit à agir ou à parler au nom d'une position et d'une finalité qui sont acceptés par tous. On est légitimé par le corps social, ce qui fait que la légitimité se soutient d'une reconnaissance et d'une croyance collective, et qu'elle est fondée en raison. Ce peut être la raison de la norme sociale faite d'un ensemble de conventions qui régissent les pratiques de la vie quotidienne et les comportements des individus dans les relations familiales, amicales, professionnelles, etc. La raison de l'institution qui attribue un droit reconnu par la loi et les règles, droit positif déterminant ce qui est légal. Max Weber parle à ce propos de légitimité traditionnelle bureaucratique, la raison de la filiation, être bien né, avoir un même lignage, une qualité de sang. Aristocratie, hériter de biens ou de positions sociales par transmission dite naturelle, de père en fils. De plus, dans certaines circonstances, la légitimité se trouve renforcée par une autorité de transcendance, un droit naturel divin. Droit divin des papes, des prophètes, des messagers d'une parole de l'au-delà. Max Weber parle de légitimité charismatique, fondée sur des valeurs d'ordre éthique, religieux, esthétique et qui est donnée par une grâce particulière dont est investie la personne. En politique, ce sont les monarchies d'État, au nom d'un droit divin et les démocraties, au nom de la souveraineté populaire, le laïque divin dont parle Durkheim. Quoi qu'il en soit, la légitimité autorise. Mais pour être pleinement reconnu dans sa légitimité, il y faut une condition de moralité. À l'acte de reconnaissance de la collectivité, celui qui prétend en être investi doit répondre par son comportement à des exigences de droiture, d'honnêteté et d'exemplarité qui doivent le rendre digne de cette reconnaissance. La personne doit pouvoir être reconnue vertueuse. La légitimité se soutient d'une règle d'exemplarité. 2.2. La crédibilité. La crédibilité n'est pas une qualité attachée au statut de la personne par un système d'organisation sociale. Elle résulte d'une construction. Comment faire pour être cru de telle sorte que les autres me jugent digne de crédit? Elle est donc une affaire d'image, d'éthos. La crédibilité repose sur une image qui témoigne à la fois de sincérité. Il faut que l'on croie que ce que dit l'orateur vaut pour ce qu'il pense, surtout en politique à cause du soupçon de mensonge dont les politiques sont suspectés. De savoir, il faut que l'on pense qu'il agit en raison, et en politique se montrer être de raison qui pense et décide en connaissance de cause. De savoir-faire, il faut qu'il fasse montre de compétence et d'expérience, et se montrer performant en politique. La légitimité n'est donc pas suffisante à qui veut exercer un pouvoir. Dire qu'on a été légitimement élu ne veut pas dire que l'on soit crédible. On peut être légitimé et perdre du crédit. Jospin devant les travailleurs de l'entreprise lut. A contrario, on peut avoir du crédit, le perdre et du même coup perdre en légitimité, l'affaire DSK. 2. Légitimité et crédibilité en temps de campagne électorale. En situation d'élection au suffrage universel, le candidat est placé dans une triple position. Il doit présenter un projet de société idéale, défendant certaines valeurs. Il doit porter la preuve qu'il en a les moyens, il doit se montrer meilleur que ses adversaires. Dans cette situation, il est un aspect de la légitimité qui ne se pose pas, celui du droit à être candidat dans la mesure où chacun a été légitimé par son parti. En revanche, se pose pour chaque candidat une question de crédibilité dont la force ou la faiblesse pourrait interagir sur sa légitimité. Or, de ce point de vue, les deux candidats se trouvent, chacun dans une situation différente. Nicolas Sarkozy, comme président sortant, a un bilan à défendre mais il bénéficie d'une image de battant. François Hollande, challenger, n'a pas encore fait ses preuves comme gouvernant et il est en déficit d'image d'autorité. 2.1. Nicolas Sarkozy, histoire d'une délégitimation. Dans une campagne électorale, le symbolique est aussi important que le pragmatique. C'est là qu'est apparue la faille pour Nicolas Sarkozy.
D'abord par la dégradation de son image personnelle. Un comportement qui a détruit l'image de dignité, de grandeur, d'élégance morale du chef que le peuple est en droit d'attendre de la part du représentant suprême de la nation. Manque de dignité par la vulgarité agressive de ses propos. Il y avait eu l'épisode du Karcher, du temps où il était ministre de l'Intérieur. Puis pendant son mandat il y a eu le « C'est toi qui as dit ça ?» Ban descend un peu le dire, adressé à un pêcheur qu'il avait interpellé vertement lors d'une visite en Bretagne, et le « Casse-toi PAUV con » au salon de l'agriculture alors qu'il était président de la République. Pour le coup, il pouvait se prétendre homme du peuple, mais non point bon représentant de la dignité de sa fonction. De plus, pendant cette campagne, il ne s'est pas privé d'invectiver de façon fielleuse son adversaire François Hollande. Franchement, il va falloir qu'il se muscle. Je le traite de menteur et il en fait une jaunisse. Quelle petite nature. Évidemment, c'est un grand classique des campagnes électorales que ces invectives contre l'adversaire, mais il y a la manière, et c'est à travers la manière que l'on se construit une image de populiste ou de candidat légitime satisfaisant à la condition de moralité. Un autre aspect de cette dégradation d'image réside dans l'affichage de son rapport décomplexé à la richesse, et de son goût pour l'argent. En fait, la perte de crédibilité avait commencé dès le soir du Fouquet's et de la croisière sur la yacht de Vincent Bolloré. Une manière, encore la manière, de célébrer son élection par des actes marquant son goût du luxe et ses réseaux de puissants fortunés. À cela s'ajoutèrent les mesures prises dès le début de son quinquennat au profit des plus riches, le bouclier fiscal, l'augmentation des salaires du président et des ministres. Bien sûr, cela était susceptible de plaire aux grands industriels et financiers du CAC 40. Mais cette image d'argentier décomplexé qui a fait mouche en 2007 lui a été défavorable en 2012. Elle s'est retournée contre lui, parce que le candidat n'apparaissait plus comme le garant de l'intérêt général et de la redistribution des richesses en pleine crise économique. De ce point de vue, Nicolas Sarkozy n'a pas satisfait à la condition de moralité pour acquérir une nouvelle légitimité politique. Par ailleurs, il a donné l'impression qu'il avait une vision cynique de la politique. Ici, en cherchant à transformer le service public, école, hôpital, en une vaste entreprise, comme si l'on gérait un pays comme on gère une entreprise et comme si les citoyens n'étaient que de simples salariés. Là, en lançant des attaques contre la justice au nom de la sécurité et de la protection des victimes, et au détriment d'un équilibre des pouvoirs institutionnels. Là encore, en stigmatisant le communautarisme pour s'attirer les faveurs de l'extrême droite, tout en les flattant, et en méprisant la laïcité par son discours de Latran où il dit que le maître n'arrivera jamais à la hauteur du prêtre. Et puis, son volontarisme qui avait tant séduit en 2007 et dans les premiers temps de sa présidence, est passé déficient à débridé, ce que lui-même justifie. À propos de sagesse, toute ma vie les gens m'ont dit d'attendre, de ne pas être pressé. Enfant, il fallait que j'attende les autorisations pour sortir. Adolescent, il fallait que j'attende d'être un adulte. Adulte, il fallait que j'attende que les générations précédentes lâchent enfin le pouvoir. Toujours attendre. Et puis un jour on se retrouve vieux et on n'a fait qu'attendre. Je pense que l'on se construit en transgressant. Moi-même, j'ai créé mon personnage en transgressant certaines règles de la pensée unie. Je crois en la transgression. 7. Deux aveux qui disent tout sur sa personnalité faite d'impatience, de transgression et de domination. Une impatience qui l'a entraîné à se perdre dans une agitation qui laisse l'impression d'un petit qui aspire à la grandeur, comme l'ont caricaturé certains pamphlets, des bandes dessinées et des livres parodiques. Jean-Pierre Raffarin, qui est pourtant de son camp, le décrit ainsi. Hyperactif, Sarkozy n'aime ni les silences ni les pauses. Il sature l'espace, il bombarde l'autre de ses arguments, il l'envahit de son verbe sans lui donner le temps d'assimiler, de peser le pour et le contre. 9. Revendiquant le qualificatif d'omniprésident, Nicolas Sarkozy a converti son volontarisme affiché en agitation. Un désir de transgression qui explique son obsession à FFICHE accent aigu de rupture, qui correspond à la fois à sa personnalité et à sa pensée. Rupture vis-à-vis des valeurs du passé jugées archaïques, rupture par rapport au langage politique convenu et au politiquement correct, afin, disait-il, de tourner la page des complaisances et des officines,
Rupture dans le comportement du chef, en s'opposant à la discrétion nécessaire du chef de l'État et en se mettant constamment en scène, en créant l'événement par une rhétorique du fait divers. Une rupture qui, dans la campagne de 2012, a été réitérée en nouveauté régénérante, permettant à la France de se débarrasser de ses dépendances et de devenir forte. Un désir de domination aussi, parce que pour Nicolas Sarkozy l'acte de transgression ne peut se réaliser qu'avec une volonté de puissance donnant autorité à celui qui transgresse et lui construisant une image d'omnipotence. Moi je suis sur le terrain de l'action, je suis bien vivant et dans le jeu. Je ne suis même pas candidat et je suis au cœur du film. 10. Une omnipotence affichée dans la façon de marquer son territoire en s'attaquant à toutes les autorités au nom de l'autorité suprême du chef de l'État. Les diktats envoyés au corps judiciaire au nom de la protection des victimes, et les tentatives de contournement du Conseil constitutionnel, un Premier ministre rabaissé au niveau de la voix de son maître et étant exclu du cercle des favoris, des ministres mis sous surveillance, évalués et notés selon un modèle américain par l'agence Mars & Co, et ce au nom de la rentabilité. Mais surtout, plus grave pour le bon fonctionnement de la démocratie, le mépris affiché envers les corps intermédiaires, au point qu'un groupe de diplomates a senti le besoin de s'exprimer. Il est clair que le président n'apprécie guère les administrations de l'État qui l'accablent d'un mépris ostensible et qu'il cherche à rendre responsable des déboires de sa politique. D'ailleurs, il ne s'en est pas caché, et une fois de plus il a justifié sa position au nom de la sacro-sainte rupture et de la volonté d'efficacité. Pendant 5 ans j'ai pu mesurer la puissance des corps intermédiaires qui s'interposent parfois entre le peuple et le sommet de l'État, prétendent parler au nom des Français et confisquent leurs paroles. On ne peut pas dire que Nicolas Sarkozy se soit construit une image de chef guide qui fait confiance, qui protège et conduit ses collaborateurs et administrés. Il aurait eu cette phrase emblématique rapportée par Jean-Noël Jeanneney dans son livre « J'écoute mais je tiens pas compte ». Merveilleux signe de défiance. On peut lui reconnaître d'avoir réussi une rupture, celle du pacte de confiance. Et cela de façon totalement assumée. Dans cette dernière campagne, il a dit avant le 2e tour que les Français pourront juger de son authenticité. En effet, son authenticité est celle de l'omnipotent. Perte de crédibilité donc qui finit par atteindre sa légitimité de possible nouveau chef d'État. Car comme le dit Max Weber, celui qui paraît abandonné de son Dieu, de sa puissance magique ou de sa puissance héroïque, si le succès lui reste durablement refusé, si son gouvernement n'apporte aucune prospérité à ceux qu'il domine, alors son autorité charismatique risque de disparaître. 2.2. François Hollande en quête de crédibilité. François Hollande, on l'a dit, ne se trouvait pas dans le même cas de figure que Nicolas Sarkozy. Il partait dans la course à l'Élysée avec un double handicap. Pas de légitimité acquise par le fait d'un précédent mandat rappelant que le candidat a déjà été investi par la souveraineté populaire. Pas de crédibilité quant à une expérience de gouvernant, n'ayant jamais exercé de fonction ministérielle. Certes, on pouvait lui reconnaître une expérience politique comme secrétaire général d'un grand parti, mais il ne pouvait faire montre de compétence quant à la direction des affaires de l'État, ce que souligna son adversaire à maintes reprises. Il se trouvait donc dans la situation de celui qui doit se construire une légitimité au regard du peuple et une crédibilité au regard de plusieurs types d'électorat. L'électorat de la gauche radicale prompte à se désolidariser du candidat si celui-ci ne se montre pas suffisamment à gauche. L'électorat du centre-droit et de quelques gaullistes agacés par la façon de gouverner de Sarkozy, susceptible de faire basculer les résultats à gauche, comme en 1981, électorat populaire fluctuant et plutôt enclin à voter pour des partis populistes. Il est donc en quête de crédibilité, avant que de légitimité. Dans ses meetings, à partir de ses 2 premiers grands discours, celui de la convention d'investiture, le 5 novembre 2011, et celui du lancement de sa campagne au Bourget, le 22 janvier 2012, François Hollande a surpris. D'abord, on lui a découvert un corps et une voix. Un corps un peu raide mais qui bouge, qui ponctue ses propos de gestes fermes, poings serrés, index pointé. Présider la République, c'est faire respecter les lois par tous. C'est être impitoyable vis-à-vis de la corruption. C'est être ferme contre l'émigration clandestine, impitoyable à l'égard de la corruption et malheur aux élus qui y succomberont.
Et aussi une voix qui n'a pas le timbre ni la ponctuation d'un grand tribun mais qui sait se faire entendre, qui monte et descend au gré de la force de conviction à travers des formules bien choisies. La France n'est pas un problème, la France est une solution, à valeur symbolique. Le rêve français, c'est l'affirmation des valeurs universelles qui vont bien au-delà des frontières, qui vont bien au-delà de la nation. Une voix qui sait se faire ironique. Certains me reprochent de n'avoir jamais été ministre. Mais quand je vois ce qu'ils sont aujourd'hui, ça me rassure. Certes, sa rhétorique est classique, mais sa posture physique très mitterrandienne, avec un coude sur le pupitre et une main en l'air, tantôt ouverte, tantôt fermée, annonce sa détermination dans le combat. On découvrait un François Hollande pugnace, mais avec contrôle et subtilité, voire humour, car il s'agissait pour lui de ne pas entrer dans le jeu de son adversaire et essayer de prendre de la hauteur. En déclarant « Je me méfie des empoignades, des invectives dont on ne sait plus qui a commencé. Je ne veux pas tomber dans la cour de récréation. C'est toi le menteur, c'est celui qui dit qui y est. » Il disait qu'il ne voulait pas satisfaire à la pratique somme toute démagogique, de la réplique sanglante pour mettre les rieurs de son côté, et en même temps il souligne le côté enfantin de Nicolas Sarkozy. Il ne voulait pas d'invectives gratuites, seulement des répliques pour détruire celles qui lui étaient adressées. Il veut faire du fracas, disait-il de son adversaire. Il faut répondre chaque fois que nécessaire, en se situant à un niveau qui n'est pas celui du combat de rue. Mais des répliques du genre « C'est le candidat des conseils d'administration qui se présente devant les Français ? Jamais je ne l'accepterai », disait sa volonté d'assainir certaines pratiques de la République instaurées par le président sortant. Voilà qui a fait démentir le capitaine de pédalo, dont Jean-Luc Mélenchon l'avait aimablement affublé. Pourtant, s'agissant de l'image de chef nécessaire à tout candidat prétendant au commandement suprême, l'handicap était sérieux. Il ne portait avec lui aucun passé d'acte héroïque, de Gaulle, de filiation Pompidou, de grand argentier Giscard d'Estaing. Ce manque fut souligné pendant la campagne du fait que certains chefs d'État, et particulièrement Angela Merkel, refusèrent de le recevoir, ce qui lui déniait une stature de grand leader politique. Il ne pouvait construire son image de chef que contre celle de Nicolas Sarkozy. Et de ce point de vue, ça ne lui fut pas difficile. À l'ambition personnelle, à l'argent et au favoritisme il oppose « Présider la République, c'est faire respecter les lois pour tous, partout, sans faveur pour les proches, sans faiblesse pour les puissants, et s'engage à veiller à l'exemplarité de l'État et des élus. » À un président qui cherche à opposer, à diviser, à déchirer, qui invente même une prétendue hiérarchie entre civilisations, et manie un discours de haine, d'exclusion, de repli, de fermeture, il oppose. Je ne serai pas le président qui divise, je serai le président qui accueille, rassemble, réunit. Aux promesses qui n'ont pas été tenues, il oppose. Je ne veux rien promettre que je ne sois capable de tenir. Je connais nos atouts, et j'ai confiance dans notre avenir. 22. À la division du peuple en catégories sociales autour des intérêts particuliers, il oppose le rassemblement autour de l'intérêt général en intégrant les différences. Vous incarnez ce que notre pays a de plus précieux. Sa diversité et cette diversité, c'est notre identité. Au mépris affiché par son adversaire à l'égard des corps intermédiaires, il oppose « Le président de la République aura besoin des corps intermédiaires. » Et encore, à l'injustice des mesures discriminatoires, il oppose la justice au-dessus des intérêts particuliers, au fonctionnement entrepreneurial de l'école et de l'hôpital, le renouveau du service public. Bref, à la défiance il n'a cessé d'opposer la confiance, au cynisme la vertu. C'est ici qu'il faut reprendre la fameuse normalité, leitmotiv et quasi-slogan de la campagne de François Hollande dont on pourrait penser qu'il soit contre-productif ou pour le moins paradoxal dans ce contexte de combat électoral. Le normal est ce qui respecte les normes, ne s'en écarte pas et donc banalise le comportement. La normalité semble se situer à l'opposé d'un caractère bien trempé, faisant le coup de gueule, ou rompant avec le ronron du rituel politique, comme sut le faire Nicolas Sarkozy. Chez François Hollande, c'est l'autre face de la normalité qui est convoquée, celle qui s'oppose à la pathologie, à l'agitation, au coup d'éclat, à l'irréflexion, à tout ce qui porte le stigmate d'une mécanique répétitive, obsessionnelle, suggérant la normalité comme quand on dit « c'est pas normal ». Il s'oppose donc à son principal adversaire en soulignant la brutalité qui est contraire à la fraternité de la devise républicaine,
et à sa frénésie qui est contraire à la nécessaire tempérance de l'homme d'État, il faut que les natures politiques apparaissent. La sienne est faite de brutalité et d'inconstance et la mienne de normalité, c'est-à-dire un comportement constant et humain et de cohérence. Dès lors, le normal c'est pour François Hollande avoir une posture personnelle au-dessus des mesquineries de la joute électoraliste. Il ne répond jamais aux attaques des adversaires que par l'ironie. Faut-il que je fasse peur à la droite pour qu'elle se déchaîne ainsi sur ma personne avec outrance? 24. Ou en les appelant à la mesure comme à Toulon, le 24 janvier, lorsqu'il riposte à François Fillon qui a qualifié de criminel son attaque contre la finance, nous ne sommes pas devant un tribunal. Il n'y a pas des accusés qui devraient être condamnés pour ce qu'ils proposent pour le pays. Un Premier ministre ne devrait pas oublier que la maîtrise des mots est son premier devoir. 25. Ses attaques à lui ne sont jamais ad personam. Il procède par mise en cause des comportements de son adversaire, au regard de sa fonction, et toujours avec ironie. Nicolas Sarkozy est au pouvoir depuis 10 ans, 5 ans comme ministre et 5 ans comme président, je le lui rappelle car il semble... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.